Une chose est certaine, le spectre de l'hôpital Édouard Herriot demeure un mystère, captivant l'imagination de ceux qui y travaillent et alimentant les conversations dans les salles de pause. Imaginez-vous à la fin du XIXe siècle, une époque où les campagnes françaises sont paisibles mais isolées, marquées par la simplicité de la vie rurale. C'est dans ce décor que Joseph Vacher, souvent surnommé le Jacques l'Éventreur français, sème une terreur indicible. Ce vagabond au visage marqué par des cicatrices, souvenir d'une tentative de suicide ratée, parcourt les routes de l'Isère et des régions voisines, semant la mort sur son passage. Joseph Vacher est un ancien militaire, renvoyé de l'armée pour son comportement instable. Ce dernier a développé une haine inexplicable envers les femmes et les jeunes travailleurs agricoles. Entre 1894 et 1897, il commet une série de meurtres brutaux, ciblant des victimes vulnérables, des bergers, des bergères et des enfants. Ces actes sont méthodiques et horrifiants. Après avoir repéré une victime, il l'attire dans un endroit isolé pour la tuer avec une sauvagerie rare, utilisant souvent un couteau ou ses mains nues. Sa capacité à se fondre dans la population en tant que simple vagabond lui permet de passer longtemps inaperçu. Les corps mutilés qu'il laisse derrière lui sèment l'effroi, mais à cette époque, les moyens de communication limités entre les villages ralentissent la prise de conscience collective de la menace. Pendant des années, il traverse les départements de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche, toujours à pied, toujours en quête de nouvelles proies. Le tournant survient lorsqu'il tente de tuer une femme à laquelle il propose du travail. Elle parvient à s'échapper et fournit un signalement précis à la gendarmerie. Capturé peu après, Joseph Vacher avoue rapidement ses crimes, les détaillant avec une froideur terrifiante. Lors de son procès, il tente de plaider la folie, invoquant des troubles mentaux liés à une blessure subie à la tête. Mais les experts de l'époque concluent à sa pleine responsabilité. Son exécution en 1898 à Bourg-en-Bresse marque la fin de son règne de terreur, mais ses crimes laissent une empreinte durable dans la mémoire collective. Ce sont ces meurtres, d'une brutalité inouïe, qui poussent les autorités françaises à moderniser leurs méthodes d'enquête criminelle, reliant pour la première fois plusieurs meurtres à un seul et même individu grâce à l'analyse des lieux et des circonstances. Joseph Vacher reste aujourd'hui l'un des premiers grands tueurs en série français connus, une figure aussi fascinante qu'effrayante pour les historiens et les criminologues. La brutalité de ses actes et son apparente absence de remords font de lui une figure de cauchemar dans l'histoire de la région Rhône-Alpes. C'est une petite commune nichée dans les montagnes ardéchoises, un endroit où le temps semble s'écouler plus lentement. Pourtant, en 1922, ce village tranquille a été le théâtre d'un drame qui hante encore les mémoires. Tout commence un matin d'automne, lorsque les habitants remarquent une activité inhabituelle autour d'une ferme en périphérie du village. Cette ferme appartient à la famille Darnat, un couple et leurs 2 enfants. Ils étaient connus pour leur discrétion, vivant de leur élevage et de leur petit potager. Ce jour-là, aucun des membres de la famille ne s'est présenté au marché hebdomadaire, ce qui intrigue les voisins. L'un d'eux décide d'aller vérifier, poussé par un mauvais pressentiment. À son arrivée, le spectacle qui s'offre à lui est indescriptible. Les 4 membres de la famille gisent dans la maison, visiblement victimes d'une attaque violente. Les corps montrent des blessures graves infligées par une arme tranchante, probablement une hache ou un gros couteau. Les murs de la maison sont éclaboussés de sang, et les meubles sont renversés, témoignant d'une lutte acharnée. Mais ce qui frappe le plus les premiers témoins, c'est l'absence totale de mobile apparent, rien n'a été volé, et les Darnat n'avaient aucun ennemi connu. Les autorités locales sont rapidement dépassées par l'ampleur de l'affaire. À l'époque, les moyens d'investigation sont rudimentaires, et les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre. Certains parlent d'un étranger aperçu dans le village quelques jours plus tôt, d'autres évoquent une querelle de famille. Mais l'absence de témoins directs complique tout. Un détail glaçant finit par émerger lors de l'enquête, les 2 enfants de la famille, âgés de 7 et 10 ans, semblent avoir été tués alors qu'ils tentaient de se cacher dans une petite armoire de la chambre parentale. Ce dernier élément choque profondément les habitants, qui organisent une veillée collective pour rendre hommage à la famille. Malgré des recherches intenses, le meurtrier ne sera jamais retrouvé. L'affaire est classée quelques années plus tard, mais le mystère continue de planer.
Certains évoquent aujourd'hui la possibilité d'un vagabond fou, d'autres imaginent une dispute ayant mal tourné avec un proche qui aurait quitté la région après le crime. Le drame de Saint-Pierre de Colombier a marqué les esprits de façon durable. Les anciens du village racontent encore, la voix basse, l'histoire de cette famille dont la vie a été fauchée brutalement. La maison des Darnat, abandonnée depuis ce jour tragique, est aujourd'hui en ruine, mais les visiteurs qui s'y aventurent affirment parfois entendre des bruits étranges, comme des chuchotements ou des pleurs venant des murs. Une ombre de tragédie continue de flotter sur ce lieu, renforçant l'aura de mystère et de peur qui entoure cette affaire non résolue. Il y a des endroits où le ciel semble plus mystérieux qu'ailleurs, et le col de Vence, bien que moins connu que d'autres sites en France, fait partie de ces lieux étranges où des phénomènes inexplicables ont été rapportés. Cette région montagneuse de la Drôme, isolée et balayée par les vents, est le théâtre de nombreuses observations d'objets volants non identifiés. Tout commence réellement à la fin des années 1970. Des randonneurs, des agriculteurs et même des automobilistes traversant le col rapportent avoir vu des lumières étranges dans le ciel nocturne. Ces lumières sont souvent décrites comme des sphères lumineuses qui se déplacent rapidement, parfois en silence, parfois accompagnées de sons graves et métalliques. Parfois, elles semblent suivre les témoins sur de longues distances avant de disparaître brusquement. Un récit marquant est celui de deux amis, Julien et Marc, venus camper une nuit de l'été 1983 dans les hauteurs du col. Ils espéraient observer les étoiles, mais ce qu'ils ont vu reste gravé dans leur mémoire. Alors qu'ils étaient allongés sur une couverture, un objet brillant, presque aveuglant, est apparu au-dessus d'eux. L'objet avait une forme circulaire et semblait émettre une lumière pulsante. Ce qui les a le plus troublés, c'est qu'ils se sentaient comme paralysés, incapables de détourner le regard. Après quelques minutes, l'objet a filé à une vitesse incroyable, disparaissant derrière les montagnes. Au matin, Julien et Marc ont découvert que leur montre affichait une heure incohérente. Il semblait leur manquer une heure entière de souvenirs. Ébranlés, ils ont raconté leur expérience à d'autres habitués du col, qui ont partagé des récits similaires. Ce genre de trou noir est un phénomène fréquemment associé à des rencontres d'ovnis. Les autorités locales, bien qu'alertées par ces témoignages, n'ont jamais confirmé de phénomènes inhabituels. Certains sceptiques attribuent ces visions à des essais militaires, des météores ou même des hallucinations causées par la solitude des lieux. Pourtant, les récits continuent de s'accumuler, souvent décrits avec une précision troublante par des témoins crédibles. En 2001, un groupe d'ufologues décide de mener une enquête approfondie au col de Vence. Ils y installent des caméras, des détecteurs de mouvement et des instruments capables de capter des variations électromagnétiques. Pendant plusieurs nuits, ils enregistrent des anomalies, des sons à basse fréquence, des variations de température soudaines, et des lumières fugitives qui semblent se jouer de leurs appareils. Les analyses ne permettent toutefois pas de tirer de conclusions définitives. Aujourd'hui encore, le col de Vence attire les curieux et les passionnés de mystère. Si certains repartent déçus, d'autres jurent avoir vu ou ressenti quelque chose d'étrange. Ce lieu reste une énigme, un point de convergence entre le rationnel et l'inexplicable. La question demeure, les cieux de la Drôme cachent-ils des secrets que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre, ou l'imagination humaine est-elle simplement plus fertile dans les endroits où l'isolement et l'obscurité règnent? L'histoire de Montrottier commence comme beaucoup d'autres récits liés à des lieux anciens, un château, des secrets, et des drames du passé. Niché dans les collines de la Loire, le château de Montrottier est une imposante forteresse médiévale qui domine la région depuis des siècles. Mais derrière ces murs épais, certains disent que l'âme d'un seigneur assassiné continue de rôder. Les habitants du village voisin évoquent souvent l'histoire de Guillaume de Montrottier, un seigneur ayant vécu au XIVe siècle. Connu pour sa richesse et son autorité, il aurait été trahi par un proche parent. Une nuit, alors qu'il dormait dans la grande salle du château, il aurait été poignardé par surprise. Ses cris n'ont attiré personne, il était seul, sans serviteur à ses côtés. Ce meurtre sordide n'a jamais été élucidé, mais les légendes racontent que son esprit n'a jamais quitté le château. Au fil des siècles, de nombreux témoins ont rapporté des phénomènes étranges. Certains visiteurs affirment entendre des bruits de pas lourds dans les couloirs alors que personne ne s'y trouve.
D'autres racontent avoir vu une silhouette sombre, parfois assise sur le trône de la grande salle, parfois errant près des remparts. Les guides touristiques du château, bien qu'habitués à ces histoires, avouent que certains soirs, l'atmosphère devient oppressante, comme si une présence invisible pesait sur les lieux. Un témoignage marquant vient d'une historienne, venue étudier les archives du château dans les années 1990. Lors d'une nuit passée seule dans une des chambres, elle a été réveillée par une sensation étrange, comme si quelqu'un la regardait. Elle raconte avoir vu une ombre passer devant la fenêtre, mais lorsqu'elle s'est levée pour vérifier, il n'y avait personne. Plus tard, en consultant les archives, elle est tombée sur un dessin représentant Guillaume de Montrottier. Elle jure que la silhouette qu'elle a vue ressemblait étrangement au portrait. Le mystère ne s'arrête pas là. Lors de travaux de rénovation dans les années 1980, des ouvriers ont découvert une pièce secrète, dissimulée derrière un mur épais. À l'intérieur se trouvaient des objets appartenant vraisemblablement au seigneur assassiné, une vieille épée, des lettres à moitié décomposées, et une bague ornée d'un blason. Cette découverte a renforcé la croyance selon laquelle Guillaume resterait lié au château. Les plus sceptiques expliquent ces phénomènes par l'acoustique particulière des vieilles pierres, ou par des illusions créées par l'éclairage tamisé des lieux. Mais les récits continuent de circuler, et de nouvelles expériences inexpliquées s'ajoutent à la légende chaque année. Le château de Montrottier attire aujourd'hui de nombreux curieux, des passionnés d'histoire aux amateurs de paranormal. Si certains repartent sans avoir rien ressenti, d'autres jurent avoir vu ou entendu quelque chose d'étrange. Alors, simple folklore ou véritable hantise? Une chose est sûre, le mystère du fantôme de Montrottier continue de captiver ceux qui osent franchir ses portes. Les faits se déroulent un après-midi d'été en septembre 2012, dans les montagnes paisibles de Haute-Savoie, près du village de Chevaline. Ce jour-là, un cycliste local, Sylvain Mollier, prend la route isolée menant à une clairière en forêt, un lieu prisé des randonneurs. Non loin de là, une famille britannique en vacances dans la région se promène également, Saad Ali, ingénieur en aéronautique, sa femme Iqbal, sa belle-mère Suela, et leurs 2 filles de 7 et 4 ans. Ce qui s'annonce comme une journée tranquille se transforme rapidement en une scène d'horreur. Des coups de feu retentissent dans la forêt, brisant le calme habituel de la région. Quelques heures plus tard, un randonneur tombe sur une scène macabre, une voiture immobile, criblée de balles, avec 3 corps à l'intérieur. À quelques mètres de la voiture, le corps sans vie de Sylvain Mollier gît sur le sol. 2 fillettes sont retrouvées vivantes, mais dans un état de choc absolu. La plus jeune s'est cachée sous les jambes de sa mère et n'a été découverte que plusieurs heures après l'arrivée des enquêteurs. Rapidement, la police française est appelée sur les lieux et débute une enquête tentaculaire. Les premières constatations révèlent que chaque victime a été abattue avec une extrême précision, suggérant un tueur expérimenté, peut-être un professionnel. Mais les questions se multiplient, pourquoi s'attaquer à une famille en vacances? Pourquoi tuer un cycliste local, qui semble être au mauvais endroit au mauvais moment? L'affaire devient rapidement médiatisée, et les spéculations fusent. Certains pointent du doigt le passé professionnel de Saad Ali, impliqué dans des projets sensibles dans le domaine de l'aéronautique. D'autres pensent à une querelle familiale, il aurait eu des différends avec son frère autour d'un héritage important. Mais aucune de ces pistes ne mène à des preuves tangibles. Sylvain Mollier, quant à lui, est décrit comme un homme sans histoire, ce qui rend sa présence sur les lieux encore plus mystérieuse. Le déroulement précis des événements reste flou. Les enquêteurs soupçonnent que Sylvain Mollier a pu arriver par hasard sur la scène du crime, devenant un témoin gênant éliminé par le tueur. Mais une autre hypothèse évoque qu'il était peut-être la véritable cible et que la famille Ali aurait été tuée pour effacer des témoins involontaires. Malgré les efforts déployés par les autorités françaises et britanniques, l'affaire reste irrésolue à ce jour. Des dizaines de personnes ont été interrogées, des centaines de pistes explorées, mais aucun suspect n'a été formellement inculpé. L'arme du crime, un pistolet semi-automatique rare datant de la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais été retrouvée. Les survivantes, les 2 filles de la famille Ali, ont été placées sous protection et vivent aujourd'hui loin de la scène du drame. Les questions subsistent, était-ce un crime planifié ou une terrible coïncidence? La forêt de Chevaline, autrefois synonyme de sérénité, porte désormais les cicatrices de ce mystère sanglant.
Pour les habitants de la région, ce meurtre reste une ombre qui plane sur leur quotidien, un rappel troublant que même les endroits les plus paisibles peuvent cacher des horreurs insondables. Perché sur un éperon rocheux dans les montagnes de Savoie, le château de Miolan, aussi surnommé la Bastille des Alpes, est un lieu imprégné d'histoire, mais également de mystères et de récits troublants. Anciennement utilisé comme prison à partir du XVIe siècle, il a accueilli des détenus célèbres, dont le tristement célèbre marquis de Sade. Mais ce n'est pas seulement son rôle historique qui fascine, depuis des siècles, des visiteurs affirment que ces murs sont hantés. L'histoire des apparitions au château débute dès l'époque où il était encore utilisé comme lieu de détention. Des gardes rapportaient entendre des cris venant des cachots pourtant vides, ou des bruits de chaînes traînées dans les couloirs, comme si les âmes des prisonniers décédés refusaient de quitter les lieux. On parle également de silhouettes sombres aperçues la nuit, se glissant entre les tours ou au bord des remparts. Un récit particulièrement marquant date du début du XXe siècle. Un groupe d'archéologues venus explorer le château pour étudier ses structures médiévales aurait été confronté à une expérience glaçante. Alors qu'ils travaillaient dans une ancienne cellule, l'un d'entre eux a ressenti un souffle glacé dans sa nuque, suivi d'un murmure incompréhensible. Paniqué, il s'est retourné pour voir une silhouette pâle qui semblait flotter dans l'ombre. Le groupe a quitté le château précipitamment, laissant une partie de leur équipement sur place. Des visiteurs contemporains rapportent des expériences similaires. L'une des pièces les plus mystérieuses est celle où étaient enfermés les condamnés à mort. Aujourd'hui vide, elle dégage une atmosphère oppressante qui pousse certains à faire demi-tour avant même d'y entrer. Une légende raconte que l'âme d'un détenu exécuté pour sorcellerie y demeure, cherchant à se venger de son supplice injuste. Les guides touristiques, bien que familiers de ces histoires, ne les rejettent pas complètement. L'un d'entre eux, qui travaillait au château depuis plusieurs années, a confié avoir vu une femme en robe ancienne traverser une cour à la nuit tombée. Pensant qu'il s'agissait d'une visiteuse égarée, il l'a suivie, mais elle a disparu devant ses yeux en atteignant une porte fermée. Pour les sceptiques, ces phénomènes s'expliquent par l'architecture même du château. Les courants d'air froid, les couloirs sombres et l'acoustique des pierres pourraient être à l'origine de ces sensations étranges et de ces bruits inexplicables. Cependant, ces explications rationnelles ne suffisent pas à convaincre tout le monde. Aujourd'hui, le château de Miolan attire non seulement les amateurs d'histoire, mais aussi ceux en quête de frissons. Des enquêtes paranormales y sont régulièrement menées, et si elles n'ont pas encore apporté de preuves irréfutables, elles ont capté des anomalies, des variations de température soudaines, des enregistrements de sons inexplicables et des champs électromagnétiques inhabituels. Alors, le château de Miolan est-il véritablement hanté ? Les âmes tourmentées des prisonniers errent-elles encore dans ces couloirs, ou est-ce simplement l'imagination qui s'emballe dans un lieu aussi chargé d'histoire ? Quoi qu'il en soit, pour ceux qui s'y aventurent, une chose est certaine, le silence des montagnes environnantes ne suffit pas toujours à calmer les esprits lorsqu'on traverse ces sombres couloirs. Le massif de la Chartreuse, avec ses montagnes escarpées, ses forêts denses et ses gorges profondes, est l'un des joyaux naturels de l'Isère. Mais derrière cette beauté sauvage se cache un mystère troublant. Plusieurs randonneurs ont disparu dans cette région sans laisser de traces, et malgré des recherches intensives, leur sort reste inconnu. L'histoire commence dans les années 1970, lorsqu'un couple de randonneurs, François et Marie, décident de partir explorer les sentiers peu fréquentés du massif. Ils préviennent leurs proches qu'ils reviendront dans 3 jours. Mais lorsqu'ils ne donnent plus signe de vie, une alerte est donnée. Les secours sont mobilisés, et des dizaines de volontaires se lancent dans une opération de recherche. Malgré des jours de fouilles, aucun signe d'eux n'est retrouvé, ni sac, ni vêtements, ni même leurs empreintes. Ce qui rend cette disparition encore plus étrange, c'est qu'elle ne sera pas la dernière. Dans les décennies qui suivent, plusieurs autres personnes disparaissent dans des conditions similaires. En 1986, un jeune homme du nom d'Antoine, passionné de spéléologie, s'aventure seul dans la région. Il avait l'habitude d'explorer des cavités et des gouffres, mais cette fois, il ne revient jamais. Sa voiture est retrouvée garée près d'un sentier, mais aucun indice ne permet de comprendre ce qui lui est arrivé. Les hypothèses abondent. Certains évoquent des accidents malheureux dans des zones difficiles d'accès, où les corps ne pourraient être retrouvés.
le massif de la Chartreuse est en effet un labyrinthe naturel, avec des crevasses et des grottes pouvant facilement engloutir une personne. D'autres avancent des théories plus sombres, des rumeurs parlent de rencontres avec des individus hostiles, voire d'un tueur en série qui aurait opéré dans la région. Une autre théorie, plus étrange, suggère que la Chartreuse serait le théâtre de phénomènes paranormaux. Certains habitants affirment avoir vu des lumières mystérieuses dans le ciel, ou entendu des sons inexplicables dans la forêt. Une légende locale raconte que le massif serait habité par des esprits protecteurs, qui puniraient ceux qui ne respectent pas la nature. Bien sûr, ces récits sont souvent balayés par les sceptiques, mais ils continuent de circuler. En 2001, une nouvelle disparition ravive l'inquiétude. Une jeune femme nommée Sophie, partie pour une randonnée solitaire, ne rentre jamais chez elle. Comme dans les cas précédents, sa voiture est retrouvée, mais les recherches, malgré l'aide de drones et de chiens de recherche, ne donnent aucun résultat. Ce qui trouble les enquêteurs, c'est que Sophie était une randonneuse expérimentée, habituée aux terrains difficiles. Certains des proches des disparus continuent de chercher des réponses, organisant régulièrement des expéditions dans le massif. Ils espèrent retrouver des indices, même minimes, qui pourraient expliquer ce qui est arrivé à leurs êtres chers. Pour eux, l'absence de réponse est un fardeau insupportable. Aujourd'hui encore, le mystère des disparitions de la Chartreuse demeure entier. Est-ce simplement le fruit de la nature impitoyable, où le moindre faux pas peut être fatal, ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre à l'œuvre? Une chose est sûre, pour les randonneurs qui s'aventurent dans ces montagnes magnifiques mais sauvages, la prudence est plus que jamais de mise. Perdue au milieu des collines isolées de la Drôme, une vieille croix de pierre se dresse sur un chemin escarpé, au sommet d'une petite butte. Elle est connue sous le nom de la croix des Fils et porte une sinistre réputation. Gravée de symboles usés par le temps, elle est associée à une tragédie vieille de plus de 2 siècles, dont les détails continuent d'alimenter les légendes locales. L'histoire remonte à la fin du XVIIIe siècle. Dans un petit hameau voisin, une querelle éclate au sein d'une famille nombreuse, les Vidal. Les 2 frères aînés, Marc et Bastien, disputent l'héritage de leurs parents récemment décédés, une parcelle de terre fertile qui promettait une prospérité certaine. Les tensions montent au fil des jours, et les voisins s'inquiètent. Un soir, lors d'une confrontation violente, Marc disparaît soudainement. Bastien prétend qu'il a quitté le village après une dispute, mais personne ne le croit vraiment. Quelques semaines plus tard, un berger découvre un corps dans une crevasse près de l'endroit où se dresse aujourd'hui la croix. Il s'agit de Marc, visiblement assassiné. Ses mains sont liées par une corde épaisse, et des traces de lutte marquent le sol autour de lui. La communauté accuse Bastien, mais faute de preuves concrètes, il échappe à tout châtiment. Consumé par la culpabilité ou par un désir de calmer les esprits, il décide d'ériger une croix en mémoire de son frère. Pourtant, cette croix devient vite le centre de récits sombres. Les villageois racontent que, peu de temps après l'installation de la croix, des événements étranges commencent à se produire. Des promeneurs signalent entendre des cris et des gémissements la nuit près du site. Les animaux semblent éviter instinctivement la zone, et les habitants affirment ressentir une étrange oppression lorsqu'ils s'approchent trop près. Avec le temps, la croix devient un lieu que l'on évite, surtout la nuit. Une légende se développe, celle de l'esprit de Marc, prisonnier de la butte, cherchant à se venger de son frère ou à obtenir justice. Certains disent qu'il apparaît sous forme d'une ombre filant entre les arbres, tandis que d'autres jurent avoir vu ses yeux lumineux les fixer dans l'obscurité. Dans les années 1950, un chercheur local, passionné par les récits paranormaux, décide d'enquêter. Il passe plusieurs nuits près de la croix, enregistrant des sons et prenant des photos. Si la plupart de ses observations ne révèlent rien de notable, il affirme avoir capté une silhouette floue sur l'une de ses photographies. Il publie son récit dans un livre, ravivant l'intérêt pour cette histoire. Mais cette médiatisation attire aussi des curieux, certains venus défier la légende et d'autres pour effectuer des rituels étranges autour de la croix. De nos jours, la croix des Fils reste un lieu chargé de mystère. Les randonneurs qui passent à proximité rapportent parfois des sensations de malaise, ou des bruits qu'ils ne peuvent expliquer. Est-ce simplement l'effet d'une vieille histoire qui alimente l'imaginaire collectif, ou bien quelque chose d'inexplicable continue-t-il de rôder autour de ce lieu ?
Le mystère demeure entier, et la croix, bien qu'érodée par les années, continue de projeter une aura sombre sur cette paisible région de la Drôme. Chambéry, charmante ville nichée au cœur des Alpes savoyardes, est connue pour sa riche histoire et son architecture pittoresque. Mais dans les années 1980, un quartier résidentiel tranquille a été secoué par une série de phénomènes inexplicables qui ont transformé une maison ordinaire en l'un des lieux les plus mystérieux de la région. L'histoire débute en 1982, lorsque la famille Morel, composée de Jean, son épouse Claire, et leurs 2 enfants, emménagent dans une maison ancienne située en périphérie de la ville. La demeure, bien que charmante, est marquée par son âge, les sols grincent, les murs portent des traces d'humidité, mais rien qui ne paraisse hors du commun pour une bâtisse de cette époque. Les premiers mois se passent sans encombre, jusqu'à ce qu'une série d'événements étranges commence à perturber leur quotidien. Tout commence par de petits incidents, des objets qui changent de place sans explication, des ampoules qui grillent systématiquement, et des bruits de pas dans les escaliers alors que la maison est vide. La famille met ces phénomènes sur le compte du stress lié à leur récent déménagement ou à des défauts structurels de la maison. Mais rapidement, les choses s'intensifient. Un soir, alors que Claire est seule dans le salon, une chaise se déplace brusquement devant ses yeux. Paniquée, elle appelle son mari, qui ne trouve aucune explication rationnelle. Les nuits deviennent de plus en plus agitées, des coups sourds retentissent dans les murs, des murmures semblent provenir des pièces voisines, et les enfants se plaignent de sentir des courants d'air glacé dans leur chambre, même lorsque les fenêtres sont fermées. Un événement particulièrement marquant se produit un matin de novembre. Jean, en descendant à la cave pour récupérer des outils, découvre que tous les objets entreposés là ont été renversés ou déplacés, formant une sorte de cercle au centre de la pièce. Pensant à un acte de vandalisme, il vérifie les issues, mais tout est parfaitement verrouillé. La famille finit par faire appel à un prêtre pour bénir la maison. Bien que sceptiques, ils espèrent que cela mettra fin à leurs ennuis. Mais au contraire, les manifestations semblent s'intensifier après cette visite. Des ombres fugitives sont aperçues dans les couloirs, des portes claquent sans raison, et les enfants affirment voir une silhouette floue près de leur lit la nuit. Le point culminant survient une nuit d'hiver, alors que toute la famille est rassemblée dans le salon. Une table basse en verre éclate soudainement en 1000 morceaux, comme si une force invisible l'avait frappée. Ce moment marque la décision des Morel, ils doivent quitter la maison. Ils emménagent chez des proches quelques jours plus tard et ne reviennent que pour récupérer leurs affaires, refusant de rester un instant de plus dans ce lieu devenu oppressant. Après leur départ, la maison reste vide pendant plusieurs années, ses nouveaux propriétaires se désistant à la dernière minute après avoir entendu parler de son histoire. Certains habitants du quartier continuent de rapporter des phénomènes étranges, des lumières allumées la nuit alors que la maison est censée être vide, ou des bruits sourds provenant de l'intérieur. Aujourd'hui, cette demeure, bien que rénovée, conserve une réputation inquiétante. Les récits de la famille Morel continuent d'alimenter les conversations à Chambéry, divisant les sceptiques et les amateurs de paranormal. Était-ce un simple cas de superstition amplifié par le stress, ou un véritable poltergeist ? Les questions restent ouvertes, mais pour ceux qui ont vécu ces événements, la maison de Chambéry reste un lieu qu'ils préfèrent éviter. La vallée de la Maurienne, connue pour ses paysages alpins majestueux, a été le théâtre d'une série d'événements étranges et inquiétants au milieu du XXe siècle. Ces incidents, surnommés les brasiers inexpliqués, ont laissé les habitants perplexes et ont attiré l'attention des enquêteurs locaux, sans jamais trouver d'explication définitive. Tout commence en 1943, dans un petit hameau de la vallée. Une nuit d'été, une grange appartenant à la famille Garin prend feu sans raison apparente. Les flammes consument la structure rapidement, malgré les efforts des villageois pour les maîtriser. À l'époque, l'incendie est attribué à un accident banal, une lampe à huile mal éteinte ou une étincelle venant d'outils agricoles. Mais dans les semaines qui suivent, un autre incendie se déclare, cette fois dans une maison voisine. Puis un autre, et encore un autre. Les lieux touchés n'ont aucun lien direct, mais un schéma étrange émerge. Tous ces feux semblent prendre naissance de manière spontanée, sans source visible. Les matériaux inflammables sont toujours intacts dans les zones voisines des foyers, ce qui exclut des causes naturelles comme des combustions spontanées ou des fuites de gaz.
À mesure que le phénomène s'amplifie, la peur s'installe dans la vallée. Les habitants, qui d'ordinaire laissent leurs portes ouvertes, commencent à veiller leurs propriétés jour et nuit. Certains accusent un pyromane, mais aucune preuve n'appuie cette hypothèse. Les gendarmes, appelés à enquêter, ne trouvent ni trace d'effraction ni éléments suspects dans les décombres. L'événement le plus troublant se produit en janvier 1944. Une nuit glaciale, dans une maison du hameau, des vêtements rangés dans une armoire prennent feu de manière inexplicable, alors que toute la famille est rassemblée dans une pièce voisine. Heureusement, les flammes sont maîtrisées à temps, mais les garins sont terrifiés. Ils affirment qu'il est impossible que ce feu ait été provoqué de manière accidentelle, car l'armoire était fermée et éloignée de toute source de chaleur. Rapidement, les rumeurs d'un phénomène surnaturel se répandent. Certains habitants évoquent une malédiction ancienne liée à la vallée. D'autres pensent qu'il s'agit d'esprits ou de forces invisibles cherchant à punir les humains pour avoir perturbé la nature environnante. Quelques-uns rapportent même avoir vu des lueurs mystérieuses flotter autour des bâtiments avant les incendies. Des experts en incendie sont appelés pour examiner les sites touchés, mais leurs conclusions restent vagues. Ils reconnaissent que l'origine des feux est difficile à déterminer et qu'aucun élément matériel ne justifie leur apparition. Des théories plus terre-à-axes en grave-terre circulent, des réactions chimiques dans des matériaux stockés, des fuites d'électricité, ou encore des phénomènes de combustion lente liés à l'humidité. Pourtant, rien ne semble correspondre parfaitement aux faits. Au fil des années, le phénomène s'estompe. Les incendies deviennent moins fréquents, puis cessent complètement. Mais pour les anciens de la vallée, le souvenir des brasiers inexpliqués demeure vivace. Aujourd'hui encore, lorsqu'on interroge les habitants, certains évitent de parler de cette période, comme si le simple fait d'en discuter pouvait réveiller les mystérieux feux. La vallée de la Maurienne a depuis retrouvé son calme, mais l'énigme reste entière. Était-ce une série de coïncidences troublantes, des actes humains jamais élucidés, ou un phénomène surnaturel? Une chose est certaine, ces événements ont marqué la mémoire collective, transformant ce coin tranquille des Alpes en un lieu chargé de mystères. Dans les hauteurs de l'Oisans, une région montagneuse de l'Isère, des récits d'apparitions lumineuses mystérieuses circulent depuis des siècles. Ces phénomènes, rapportés par des bergers, des randonneurs et même des militaires, sont connus localement sous le nom des lumières dansantes. Mais ce qui intrigue, c'est que ces manifestations lumineuses continuent d'être observées à ce jour, laissant les experts et les témoins perplexes. L'un des témoignages les plus anciens remonte au début du XIXe siècle, lorsqu'un berger, Pierre Malençon, a affirmé avoir vu des orbes lumineuses flotter au-dessus de son alpage. Ces lumières, selon lui, se déplaçaient de manière fluide, comme si elles étaient contrôlées par une intelligence invisible. Effrayé, il aurait abandonné son troupeau pour redescendre précipitamment au village. Bien que ses voisins aient ri de son récit, d'autres bergers finirent par rapporter des expériences similaires. Au fil des décennies, ces lumières furent observées à plusieurs endroits du massif, souvent près des gorges ou des sommets escarpés. Elles apparaissent généralement par temps clair, lorsque la nuit tombe. Leur couleur varie du blanc éclatant au bleu électrique, et elles semblent ignorer les lois de la gravité, évoluant librement dans l'air ou disparaissant brusquement sans laisser de traces. Un épisode marquant survient en 1947, lorsqu'une patrouille militaire effectuant des exercices dans la région rapporte avoir vu des phénomènes lumineux non identifiés. Les soldats affirment qu'une lumière les a suivis pendant une vingtaine de minutes, se déplaçant à une vitesse impressionnante au-dessus de la vallée avant de disparaître derrière une crête. L'armée enquête brièvement, mais l'affaire est rapidement classée sans explication officielle. Dans les années 1980, des scientifiques locaux décident de se pencher sur le phénomène. Ils émettent plusieurs hypothèses, des gaz naturels émanant des failles géologiques, des réflexions de la lumière sur des cristaux de quartz, ou encore des phénomènes électriques atmosphériques comme les feux de Saint-Elme. Pourtant, aucune de ces théories ne parvient à expliquer pleinement le comportement des lumières. Les choses prennent un tournant étrange en 1996, lorsqu'un groupe de spéléologues affirme avoir vu les lumières de près. Selon leur récit, alors qu'ils campaient près de l'entrée d'une grotte, une lumière intense est apparue à une dizaine de mètres d'eux, flottant silencieusement. L'un des membres du groupe, équipé d'un appareil photo, tente de capturer l'image,
mais l'appareil cesse mystérieusement de fonctionner. Lorsque la lumière disparaît, l'appareil se remet à marcher normalement. Les habitants de la région, bien qu'habitués au récit, restent divisés sur l'origine de ces phénomènes. Certains pensent qu'il s'agit de manifestations naturelles encore mal comprises. D'autres, plus superstitieux, croient que les lumières sont liées aux légendes locales, des âmes errantes, des esprits protecteurs des montagnes ou même des portails vers un autre monde. Aujourd'hui, Loizan continue d'attirer des amateurs de mystère et de paranormal, venus observer ces lumières de leurs propres yeux. Si beaucoup repartent bredouilles, quelques chanceux affirment avoir vu les fameuses orbes, décrivant une expérience fascinante, mais aussi un peu inquiétante. Ainsi, le mystère des lumières de Loizan reste entier. Est-ce un phénomène naturel encore inexpliqué, une illusion créée par les conditions particulières de la région, ou quelque chose d'encore plus déroutant? Les montagnes gardent leurs secrets, et ces lumières étranges continuent de hanter l'imagination de ceux qui les aperçoivent. À la fin du XIXe siècle, dans la ville de Lyon, l'histoire de Gabriel Bompard secoue la France entière. Cette affaire combine manipulation psychologique, crime sordide et fascination morbide, et elle continue de susciter des interrogations sur la nature humaine et la justice. Gabrielle Bompard est une jeune femme de 20 ans, belle et charismatique, mais issue d'un milieu modeste. En 1888, elle rencontre Michel Hérault, un homme plus âgé et marié, mais également manipulateur et ambitieux. Les deux commencent une liaison tumultueuse et rapidement, Hérault voit en Gabrielle une partenaire parfaite pour ses projets criminels. Ensemble, ils élaborent un plan pour voler et tuer un riche homme d'affaires parisien, Toussaint-Augustin Gouffet. Le 26 juillet 1889, Gabrielle et Hérault attirent Gouffet dans un appartement loué à Lyon. Gabrielle, utilisant son charme, séduit la victime et l'amène à baisser sa garde. C'est alors qu'Hérault surgit et l'étrangle avec une corde. La mort est brutale, et le couple se débarrasse du corps en l'enfermant dans une malle, qu'il transporte jusqu'à un ravin près de Millery, dans le Rhône. Là, il jette la malle, pensant que personne ne la retrouverait. Cependant, l'odeur de décomposition finit par alerter les autorités, qui découvrent la malle quelques semaines plus tard. Le corps est en mauvais état, mais des indices permettent d'identifier la victime. La presse s'empare de l'affaire, et l'histoire choque le pays. Gabrielle et Hérault, entre-temps, ont fui à l'étranger, pensant avoir échappé à la justice. Mais en 1890, après une longue chasse à l'homme, Hérault est arrêté à Cuba, tandis que Gabrielle est retrouvée en Belgique. Lors de son procès, Gabrielle joue la carte de la victime. Elle affirme avoir été sous l'emprise totale d'Hérault, qu'elle décrit comme un maître manipulateur ayant utilisé son ascendant psychologique pour la contraindre à participer au meurtre. Cette défense divise l'opinion publique. Certains voient en elle une femme faible, victime des circonstances, tandis que d'autres la considèrent comme une complice volontaire et calculatrice. Le procès est suivi avec passion par la presse et les citoyens, captivés par les détails macabres et le charisme de Gabrielle. Finalement, Michel Hérault est condamné à mort et guillotiné en 1891. Gabrielle, quant à elle, échappe à la peine capitale et est condamnée à 20 ans de travaux forcés. Sa défense, bien qu'imparfaite, a réussi à influencer le jury. Après sa libération en 1905, Gabrielle disparaît presque complètement de la scène publique. Certains disent qu'elle a changé d'identité, tandis que d'autres prétendent qu'elle est morte peu après sa sortie de prison. Quoi qu'il en soit, son histoire continue de fasciner, symbolisant les questions complexes sur la culpabilité, la manipulation et la justice. Aujourd'hui encore, l'affaire Gabriel Bompard est étudiée par les historiens et les criminologues, souvent perçue comme un exemple précoce de l'utilisation de la psychologie dans les procès criminels. Les lieux liés à l'affaire, notamment l'appartement de Lyon et le ravin où la malle fut découverte, sont devenus des points de curiosité pour les amateurs d'histoire criminelle. Ce drame reste une des affaires les plus célèbres du Rhône, un rappel glaçant des profondeurs de la manipulation humaine et des sombres secrets que peuvent cacher des relations apparemment ordinaires. L'hôpital Édouard Herriot, situé au cœur de Lyon, est l'un des établissements médicaux les plus emblématiques de la région. Construit dans les années 1930, il a traversé des décennies de révolutions médicales, de guerres,
et d'innombrables récits humains. Mais parmi ces histoires, certaines sont empreintes de mystère et de frissons, notamment celle du spectre qui entrait ces couloirs. Le premier témoignage d'un phénomène étrange remonte à la fin des années 1960. Une infirmière de nuit, nommée Jeanne, raconte avoir vu une silhouette blanche dans un couloir du bâtiment principal, juste à l'extérieur d'une chambre vide. Pensant qu'il s'agissait d'un patient égaré, elle s'approche, mais la silhouette disparaît sous ses yeux. Perturbée, elle en parle à ses collègues, qui réagissent avec un mélange de scepticisme et d'inquiétude. Ce n'était pas la première fois que des membres du personnel rapportaient des phénomènes étranges. Au fil des années, les récits s'accumulent. Des soignants, des patients, et même des visiteurs décrivent des apparitions similaires, une femme vêtue de blanc, marchant lentement dans les couloirs, souvent au niveau des étages supérieurs. Certains affirment qu'elle entre dans des chambres avant de disparaître. D'autres rapportent des bruits de pas ou des murmures dans des pièces pourtant désertes. L'identité de cette mystérieuse figure fait l'objet de nombreuses spéculations. La légende locale parle d'une infirmière ayant travaillé à l'hôpital dans les années 1940. Dévouée à son métier, elle aurait succombé à une infection contractée en soignant des patients pendant une épidémie. Selon les récits, son esprit serait resté attaché au lieu, poursuivant son travail bien après sa mort. Un autre épisode marquant survient en 1985, lorsqu'un médecin de garde rapporte une expérience troublante. Alors qu'il rédigeait des rapports tard dans la nuit, il entend des coups frapper à la porte de son bureau. En ouvrant, il ne trouve personne, mais une sensation glaciale envahit la pièce. Ce même médecin affirme avoir vu, quelques instants plus tard, une silhouette blanche dans le reflet de la vitre de son bureau. Lorsque des collègues le rejoignent, la silhouette a disparu. Les tentatives pour expliquer ces phénomènes varient. Certains pensent qu'il s'agit d'hallucinations dues à la fatigue et au stress des longues nuits de garde. D'autres avancent des hypothèses sur des courants d'air ou des jeux de lumière dans les couloirs sombres. Pourtant, ces explications rationnelles ne satisfont pas tout le monde, surtout lorsque plusieurs témoins décrivent simultanément les mêmes apparitions. En 1998, un groupe de passionnés de paranormal obtient l'autorisation de passer une nuit dans l'hôpital pour enquêter. Munis de caméras, de détecteurs de mouvement et de microphones, ils capturent plusieurs anomalies, des fluctuations de température soudaines, des sons inexplicables ressemblant à des chuchotements, et une ombre fugitive visible sur l'une des vidéos. Bien que les preuves restent sujettes à débat, elles alimentent la légende. Aujourd'hui, l'hôpital Édouard Herriot continue de fonctionner, et les récits de phénomènes inexpliqués persistent. Les nouveaux membres du personnel sont parfois surpris par ces histoires, mais les anciens confirment qu'il n'est pas rare d'entendre des bruits étranges ou de sentir une présence dans les couloirs la nuit. Alors, simple mythe nourri par des esprits fatigués ou véritable hantise? Une chose est certaine, le spectre de l'hôpital Édouard Herriot demeure un mystère, captivant l'imagination de ceux qui y travaillent et alimentant les conversations dans les salles de pause. Nichée au cœur du Vercors, la grotte de Coranche est un lieu à la fois spectaculaire et mystérieux. Ses stalactites fines et translucides, appelées fistuleuses, et ses eaux souterraines cristallines attirent chaque année des milliers de visiteurs. Mais derrière sa beauté naturelle se cache une réputation plus sombre. Depuis des décennies, des histoires de phénomènes étranges et de disparitions alimentent les légendes locales. La première mention troublante liée à la grotte remonte au début du XXe siècle. En 1922, un groupe de spéléologues amateurs décide d'explorer les galeries encore inconnues de Coranche. Parmi eux se trouve Pierre Leblanc, un jeune homme enthousiaste mais inexpérimenté. Lors d'une excursion, Pierre se sépare brièvement du groupe pour examiner une galerie étroite. Lorsqu'il ne revient pas, ses camarades partent à sa recherche. Ils trouvent son casque et sa lampe, mais aucune trace de Pierre. Malgré des jours de fouilles intensives, il reste introuvable. Sa disparition est attribuée à un éboulement ou à une chute, mais son corps ne sera jamais retrouvé. Ce premier incident marque le début d'une série d'événements troublants. Dans les années 1950, un autre spéléologue, plus expérimenté cette fois, rapporte avoir entendu des sons inexplicables lors d'une exploration en solitaire. Il décrit des murmures indistincts qui semblaient provenir des profondeurs de la grotte, bien qu'il soit seul à plusieurs kilomètres de l'entrée. Les sons s'intensifient,
l'amenant à quitter précipitamment les lieux. Les habitants du village voisin racontent aussi des récits inquiétants. Certains affirment avoir vu des lumières mouvantes près de l'entrée de la grotte, alors que personne n'était censé s'y trouver. D'autres parlent de sensations d'oppression ou de vertige inexplicables lorsqu'ils s'approchent trop près de certains passages. Un événement particulièrement troublant survient en 1978, lorsqu'un guide touristique de la grotte, Marc Delorme, organise une visite nocturne pour un petit groupe de visiteurs. Alors qu'il se trouve dans une grande salle au centre du réseau, les lampes s'éteignent brusquement, plongeant le groupe dans une obscurité totale. Lorsque les lumières sont rétablies, un des visiteurs manque à l'appel. Les recherches dans la grotte ne donnent rien, et il faudra 2 jours avant que l'homme ne soit retrouvé près de l'entrée, en état de choc. Il affirme ne se souvenir de rien, si ce n'est d'avoir entendu des voix qui l'auraient guidé hors de la grotte. Les scientifiques qui étudient Coranche écartent toute idée de paranormal, évoquant des explications naturelles. Les murmures pourraient être dus à des résonances acoustiques créées par l'eau et les parois calcaires. Les sensations d'oppression seraient liées à des variations de pression atmosphérique ou au manque d'oxygène dans certaines zones. Pourtant, ces théories ne convainquent pas tout le monde, surtout face aux récits de disparitions et de comportements étranges observés dans la grotte. Aujourd'hui, la grotte de Coranche reste un lieu de fascination, autant pour ses merveilles naturelles que pour son aura mystérieuse. Les visiteurs qui osent explorer ses profondeurs racontent souvent des sensations inexplicables, oscillant entre émerveillement et malaise. Pour les plus superstitieux, ces récits renforcent l'idée que Coranche n'est pas une simple grotte, mais un lieu où la nature conserve des secrets que l'homme ne devrait pas chercher à percer. Crémieux, une charmante petite ville médiévale de l'Isère, est connue pour son architecture ancienne, ses marchés historiques et son abbaye. Mais derrière ces façades pittoresques, un mystère macabre a marqué l'histoire de la ville lors de rénovations inattendues dans les années 1980. Tout commence en 1983, lorsqu'un couple décide de rénover une maison du centre historique. Pendant les travaux, les ouvriers découvrent quelque chose d'étrange dans un des murs porteurs, des ossements humains. Alertés, les propriétaires contactent les autorités locales. L'analyse rapide des os révèle qu'ils appartiennent à une seule personne, décédée plusieurs siècles auparavant. Bien que l'incident intrigue, il est d'abord attribué à l'histoire mouvementée de la ville, qui a vu son lot de guerres et d'épidémies. Cependant, ce n'est que le début. Peu après cette découverte, un autre propriétaire, à quelques rues de là, découvre des restes similaires en creusant dans sa cave. Puis, dans un immeuble voisin, des ouvriers dénichent un crâne dissimulé dans une niche murale, entouré de symboles gravés dans la pierre. La fréquence de ces trouvailles déclenche une enquête plus approfondie. Les historiens et archéologues se penchent sur les archives locales pour comprendre l'origine de ces corps dissimulés. Une théorie émerge, il pourrait s'agir de victimes de la peste noire ou de guerres de religion, dont les corps auraient été enterrés en secret pour éviter la contamination ou la profanation. Mais cette hypothèse est mise à mal par l'état des ossements. Beaucoup montrent des signes de fractures violentes ou de mutilations, suggérant qu'ils pourraient être liés à des actes criminels ou rituels. Un détail troublant attire particulièrement l'attention, les crânes retrouvés sont souvent orientés vers l'Est, une pratique inhabituelle dans les enterrements chrétiens de l'époque. De plus, certaines marques sur les os semblent délibérées, comme si elles avaient été gravées après la mort. Ces éléments mènent certains à penser à des sacrifices humains ou à des pratiques occultes, bien que les preuves restent insuffisantes pour confirmer cette théorie. Le mystère s'épaissit en 1987, lorsque des ouvriers travaillant sur la rénovation de l'ancienne abbaye de Crémieux découvrent un passage secret menant à une pièce souterraine. À l'intérieur, ils trouvent des objets étranges, des chandeliers, des outils ressemblant à des instruments chirurgicaux, et un livre ancien écrit en latin. Le contenu du livre, partiellement déchiffré, semble évoquer des rituels religieux ou alchimiques. Bien que les autorités locales cherchent à minimiser l'impact de cette découverte, les rumeurs se répandent rapidement dans la ville. Certains habitants commencent à voir un lien entre ces découvertes et les légendes locales. Une vieille histoire raconte qu'au XVIIe siècle, un groupe d'hérétiques aurait été exécuté en secret par des moines, accusés de pratiquer la magie noire. D'autres évoquent un réseau souterrain utilisé par des sectes ou des sociétés secrètes. Aujourd'hui, les corps retrouvés dans les murs de Crémieux restent une énigme.
Si une partie des ossements a été envoyée à des laboratoires pour des analyses approfondies, les résultats n'ont jamais été publiés, alimentant encore davantage les spéculations. Les caves et les souterrains de Crémieux, bien que fascinants, sont désormais évités par les habitants les plus superstitieux. Pour les visiteurs curieux, cette affaire ajoute une aura sombre à cette ville médiévale autrement paisible. Est-ce que Crémieux cache encore d'autres secrets enfouis sous ses pierres? Une chose est certaine, chaque nouveau mur ouvert dans ces bâtiments anciens pourrait révéler un autre fragment de ce mystère non résolu. Le fort de Tamier, perché à plus de 900 mètres d'altitude dans les montagnes savoyardes, offre une vue imprenable sur les vallées environnantes. Construit au XIXe siècle pour défendre la région, il est aujourd'hui un lieu de randonnée et d'exploration prisé. Mais pour les habitants locaux, ce fort cache un passé sombre et mystérieux, marqué par une série d'événements tragiques que certains attribuent à une malédiction. L'histoire de cette malédiction remonte à la fin du XIXe siècle, peu après la construction du fort. En 1892, un effondrement partiel des galeries souterraines tue plusieurs ouvriers. Cet accident, bien que rare pour l'époque, aurait été provoqué par une erreur de calcul dans la conception du site. Cependant, les survivants racontent une version différente. Ils auraient entendu des murmures étranges avant l'effondrement, comme si des voix venaient des profondeurs. Quelques années plus tard, en 1905, un incendie se déclare mystérieusement dans une des tours du fort. Malgré des conditions météorologiques humides et l'absence de toute source apparente, le feu se propage rapidement. Les soldats présents sur place parviennent à l'éteindre, mais l'incident laisse un sentiment d'inquiétude. Un officier aurait noté dans son journal « Ce lieu est maudit. L'air y est lourd, et l'on sent une présence qui nous échappe ». Le fort est désarmé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais son histoire étrange ne s'arrête pas là. Dans les années 1970, un groupe de jeunes campeurs décide de passer une nuit dans le fort abandonné. Au matin, l'un d'eux est retrouvé dans un état de choc, incapable de parler pendant plusieurs jours. Quand il reprend la parole, il raconte avoir vu des silhouettes sombres, comme des ombres humaines, errer dans les galeries la nuit. Ses amis, bien que sceptiques, avouent avoir ressenti une atmosphère pesante et entendu des bruits de pas, alors qu'ils étaient seuls. Les récits de phénomènes inexpliqués continuent de s'accumuler. Des visiteurs affirment entendre des bruits de chaînes, des gémissements ou des coups contre les murs. Certains disent avoir vu des lumières mouvantes dans les galeries, ou des ombres qui disparaissent dès qu'on les approche. Des chercheurs en paranormal, intrigués par ces récits, ont mené des enquêtes dans les années 1990. Bien qu'ils n'aient trouvé aucune preuve tangible, leurs instruments ont détecté des variations électromagnétiques inhabituelles dans certaines zones du fort. Un des récits les plus troublants concerne un guide local, Paul, qui organisait des visites nocturnes du fort pour les amateurs de sensations fortes. En 1998, lors d'une de ces visites, son groupe et lui ont entendu des cris provenant d'une galerie inaccessible. Pensant à une plaisanterie ou à une intrusion, Paul est descendu seul pour vérifier. Lorsqu'il est revenu, il était livide et incapable d'expliquer ce qu'il avait vu, se contentant de dire qu'il ne retournerait jamais au fort. Il quitta son métier quelques mois plus tard. Les anciens de la région évoquent parfois une légende selon laquelle le fort aurait été construit sur un ancien lieu de sépulture. Certains pensent que les âmes des morts y errent toujours, perturbées par les travaux humains. D'autres attribuent les incidents à une malédiction, jetée par des ouvriers maltraités pendant la construction. Aujourd'hui, le fort de Tamier est un lieu prisé des randonneurs, mais il conserve une aura inquiétante. Ceux qui osent s'aventurer dans ces galeries témoignent souvent d'une atmosphère étrange, comme si les murs portaient encore les traces de son passé tumultueux. Le mystère du fort de Tamier reste entier. Lieu simplement chargé d'histoire ou véritablement hanté? Les montagnes environnantes, silencieuses et immuables, semblent garder ce secret à jamais. Le plateau des Glières, situé dans les Alpes de Haute-Savoie, est un lieu chargé d'histoire et de symbolisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été le théâtre d'une résistance héroïque contre l'occupation nazie. Mais ce qui intrigue encore aujourd'hui, ce sont les récits troublants de phénomènes étranges qui semblent ramener le passé à la vie, comme si les événements tragiques de cette époque y avaient laissé une empreinte indélébile.
En mars 1944, ce plateau isolé devient le bastion d'environ 450 résistants français, venus organiser un parachutage d'armes pour les maquis de la région. Les Allemands, bien informés, lancent une offensive massive pour les déloger. Ce combat désespéré, connu sous le nom de la bataille des Glières, fait de nombreuses victimes. Les résistants, à court de munitions et encerclés, subissent un massacre. Le plateau est jonché de corps, et les survivants, rares, se replient dans les montagnes environnantes. Des décennies plus tard, des randonneurs et des habitants des villages voisins commencent à rapporter des expériences inexplicables sur le plateau. Certains disent entendre des bruits de pas dans les bois environnants, ou des voix parlant à voix basse en français et en allemand, comme si des soldats continuaient de se déplacer dans l'ombre. D'autres évoquent des coups de feu ou des explosions, pourtant absents de la tranquillité actuelle du lieu. Un témoignage marquant vient de Luc, un garde forestier qui patrouillait sur le plateau à la fin des années 1970. Alors qu'il marchait seul au crépuscule, il a entendu des ordres criés en allemand, suivis de ce qu'il a décrit comme un bruit de fusillade. En cherchant la source des sons, il n'a trouvé que le silence et l'obscurité. Troublé, il a raconté cette expérience à ses collègues, qui ont avoué avoir vécu des incidents similaires. Les guides locaux, qui connaissent bien l'histoire du plateau, rapportent que ces phénomènes se produisent souvent près des monuments commémoratifs. Certains visiteurs affirment ressentir un froid intense en s'approchant des stèles, même en plein été. Un guide raconte qu'un groupe qui l'accompagnait a soudainement vu une silhouette floue traverser une clairière à la tombée de la nuit. Lorsque le groupe s'est approché, il n'y avait plus rien. Des enquêteurs en paranormal ont mené plusieurs explorations sur le plateau, enregistrant des sons et des images. En 2005, une équipe a capté des voix murmurées dans une langue indéterminée et des bruits de bottes sur un sol dur, bien que l'endroit soit couvert d'herbe. Une photographie prise cette nuit-là montre une lumière inexpliquée près d'un arbre, que certains ont interprété comme une manifestation spirituelle. Les anciens du village de Thorens-Glières, à proximité, ont leur propre explication. Ils croient que le plateau porte encore les traces spirituelles des résistants et des soldats allemands tombés ici. Ils étaient jeunes, arrachés à leur vie pour se battre dans une guerre qui n'aurait jamais dû exister, dit un habitant. Leur douleur reste dans ces montagnes. Aujourd'hui, le plateau des Glières est un lieu de mémoire et de recueillement. Chaque année, des cérémonies rendent hommage aux résistants qui y ont combattu. Mais pour certains visiteurs, le lieu semble vivant, habité par les échos de cette bataille tragique. Que ces phénomènes soient le fruit de l'imagination ou quelque chose de plus profond, une chose est sûre, marcher sur le plateau des Glières, c'est ressentir le poids de l'histoire, comme si les montagnes elles-mêmes se souvenaient de ce qui s'y est passé. Dans la vallée du Grésivaudan, à Crolles, se trouve un pont ancien enjambant une gorge étroite. Appelé le pont du diable, il est au cœur d'une légende terrifiante qui remonte au Moyen Âge. Mais au-delà de l'histoire légendaire, ce pont semble aussi porter une série de tragédies bien réelles, qui alimentent la croyance qu'il est maudit. La légende raconte qu'au XIVe siècle, les habitants de Crolles voulaient construire un pont pour relier leur village à celui de Limbin, de l'autre côté de la gorge. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils désespéraient de voir leur projet aboutir. Une nuit, un étranger mystérieux, vêtu de noir, aurait proposé un marché, il construirait le pont en une seule nuit, mais en échange, il réclamerait l'âme de la première personne à traverser le pont une fois terminé. Les villageois, persuadés d'avoir affaire au diable en personne, acceptèrent, mais avec un plan astucieux. Au matin, lorsque le pont fut achevé, ils envoyèrent un coq traverser le pont en premier, trompant ainsi le diable. Furieux de cette ruse, il aurait maudit le pont, déclarant que chaque âme qui le franchirait porterait le poids de la malédiction. Si cette histoire relève du folklore, les événements étranges et tragiques liés au pont du diable ne manquent pas. Au XIXe siècle, une série d'accidents inexpliqués se produit, plusieurs personnes tombent de manière inexplicable dans la gorge, même par temps clair et sur une structure parfaitement stable. Les corps retrouvés dans la rivière en contrebas ne montrent aucun signe de lutte, laissant penser que les victimes avaient été poussées par une force invisible. En 1923, un événement macabre renforce la réputation sinistre du pont. Une famille entière, traversant le pont en charrette, disparaît sans laisser de traces. La charrette est retrouvée des jours plus tard, brisée au fond de la gorge,
mais aucun des corps ne sera jamais récupéré. Les habitants locaux murmurent que le diable aurait enfin pris son dû. Les témoignages modernes continuent d'entretenir l'aura étrange du lieu. En 1985, une randonneuse affirme avoir vu une silhouette sombre au milieu du pont alors qu'elle approchait. La figure semblait immobile, mais lorsque la femme s'est avancée pour demander si tout allait bien, elle a disparu sous ses yeux. Paniquée, elle a rebroussé chemin et raconté son expérience à des amis, qui ont eux aussi rapporté des sensations de malaise en traversant le pont. Les chercheurs en phénomènes paranormaux qui se sont penchés sur l'histoire du pont du diable évoquent des champs magnétiques anormaux dans la région, pouvant affecter les perceptions humaines. D'autres avancent des explications plus rationnelles, comme des rafales de vent dans la gorge ou des illusions d'optique créées par les ombres des arbres environnants. Pourtant, les habitants de la région évitent souvent le pont après la tombée de la nuit. Certains disent que les murmures du diable se font encore entendre dans le grondement du vent qui traverse la gorge. D'autres affirment avoir vu des lumières inhabituelles danser autour du pont les soirs d'orage, comme si la malédiction cherchait encore des âmes à emporter. Aujourd'hui, le pont du diable à Crolles reste un lieu fascinant pour les curieux et les amateurs de mystère. Que ce soit pour son architecture médiévale impressionnante ou pour les récits qui l'entourent, il continue de captiver l'imagination. Mais pour ceux qui croient aux anciennes malédictions, traverser ce pont reste un acte empreint d'une certaine appréhension. Le lac d'Annecy, avec ses eaux cristallines et son panorama alpin, est souvent décrit comme l'un des plus beaux endroits de France. Pourtant, derrière cette façade idyllique se cache une série de drames qui ont marqué l'histoire de la région et donné naissance à des récits troublants. Ces événements, regroupés sous le nom de « Les Morts du lac », intriguent les habitants et les visiteurs depuis des décennies. La réputation étrange du lac commence à prendre forme au XIXe siècle, lorsque plusieurs pêcheurs disparaissent mystérieusement. Leurs embarcations sont retrouvées intactes, flottant à la dérive, mais aucun corps ne refait surface. Les familles endeuillées, incapables de récupérer les corps pour des funérailles, parlent d'un esprit du lac qui emporterait les âmes des imprudents. Un incident marquant se produit en 1928, lorsque 3 jeunes hommes décident de traverser le lac en barque pour rejoindre la rive opposée. La météo est parfaite, le lac calme. Mais lorsqu'ils ne reviennent pas, des recherches sont lancées. Leur barque est retrouvée renversée, mais aucun signe des jeunes hommes. Des semaines plus tard, les corps sont découverts à des profondeurs inhabituelles, dans une position étrange, comme s'ils avaient été figés dans la peur. Cet événement renforce les rumeurs d'une main invisible qui tirerait les nageurs et les navigateurs vers le fond. Un autre drame a lieu en 1953, lorsque 2 plongeurs expérimentés décident d'explorer les profondeurs du lac, à la recherche de vestiges antiques. Ils ne refont jamais surface. Malgré une opération de secours massive, leurs corps restent introuvables pendant près de 6 mois. Lorsqu'ils sont finalement retrouvés, à plus de 40 mètres de profondeur, leurs équipements sont intacts, mais leur expression figée dans la panique suscite de nombreuses interrogations. Les experts n'arrivent pas à déterminer la cause exacte de leur mort. Le lac est également le théâtre de phénomènes inexpliqués. Des baigneurs rapportent régulièrement des sensations étranges, des courants froids soudains dans des zones où l'eau devrait être homogène, ou la sensation d'être saisie par quelque chose sous la surface. Certains affirment entendre des murmures ou des chants dans les eaux calmes au crépuscule. Ces récits alimentent une vieille légende locale, le lac serait habité par une nymphe ou un esprit protecteur, parfois bienveillant, mais aussi capable de vengeance contre ceux qui ne respectent pas la nature. En 1974, un scientifique passionné par les mystères du lac d'Annecy décide de mener une série de plongées profondes avec un petit sous-marin privé. Lors d'une de ces expéditions, il rapporte avoir ressenti une présence étrange au fond du lac, comme s'il était observé. Ces instruments enregistrent également des anomalies inexplicables, des variations de pression soudaines et des interférences dans ses communications. Bien qu'il soit resté sceptique, il admet que le lac semble abriter des secrets encore inconnus. Aujourd'hui, les morts du lac continuent de hanter l'imaginaire collectif. Si beaucoup d'accidents peuvent être attribués à des causes naturelles, des courants sous-marins imprévus ou des chutes de température brutales, le mystère persiste. Les eaux calmes d'Annecy semblent cacher une force invisible, prête à rappeler aux imprudents que la beauté du lac peut être trompeuse.
Pour les habitants superstitieux, il est conseillé de respecter le lac, d'y entrer avec précaution, et de ne jamais défier ses eaux. Que ces récits soient le fruit de l'imagination ou d'une réalité encore non élucidée, une chose est certaine, le lac d'Annecy, malgré sa splendeur, garde jalousement ses secrets. Le tunnel du Grand Saint-Bernard, reliant la France à l'Italie à travers les Alpes, est une prouesse d'ingénierie moderne. Mais pour de nombreux automobilistes, il est aussi le théâtre d'expériences troublantes et inexpliquées. Depuis son ouverture en 1964, des témoignages de phénomènes étranges se multiplient, faisant de ce lieu une curiosité pour les amateurs de mystère. L'un des récits les plus répandus concerne des apparitions soudaines de silhouettes humaines au milieu du tunnel. Ces figures sont souvent décrites comme des ombres floues ou des personnes vêtues de vêtements anciens, errant le long des parois avant de disparaître. En 1987, un chauffeur de poids lourd, Michel R., raconte avoir vu une femme habillée de blanc se tenir immobile au centre de la route. Freinant brusquement, il sort pour vérifier, mais ne trouve aucune trace de cette femme. Troublé, il signale l'incident aux autorités du tunnel, qui ne retrouvent rien sur les caméras de surveillance. Les récits ne s'arrêtent pas là. De nombreux conducteurs rapportent des sensations d'oppression ou de malaise en traversant le tunnel, même par beau temps et avec une circulation fluide. Certains parlent d'une brusque baisse de température ou d'un sentiment inexplicable d'être observé. Ces phénomènes se concentrent souvent près du point médian du tunnel, où il est dit qu'un grave accident aurait eu lieu lors de la construction, coûtant la vie à plusieurs ouvriers. En 1993, un autre incident intrigue les enquêteurs. Un couple voyageant de nuit rapporte avoir croisé une voiture ancienne, semblant venir d'une autre époque. La voiture, selon eux, avançait lentement avant de s'arrêter au milieu de la route. Le couple freine pour éviter une collision, mais lorsque les phares éclairent le véhicule, il disparaît soudainement. Bien qu'aucune trace de cette voiture ne soit retrouvée, leur témoignage s'ajoute à une longue liste d'observations similaires. Les scientifiques tentent d'expliquer ces phénomènes par des causes naturelles. La différence de pression atmosphérique et les variations de température à l'intérieur du tunnel peuvent provoquer des hallucinations visuelles ou auditives. Les lumières artificielles et les reflets sur les parois du tunnel sont également susceptibles de créer des illusions. Cependant, ces explications rationnelles ne convainquent pas tous les témoins, notamment ceux qui rapportent des rencontres avec des figures humaines bien définies. Une autre théorie locale, plus mystique, évoque la présence d'esprits errants dans le tunnel. Les habitants des vallées alpines racontent que la région était autrefois un lieu de passage périlleux, où de nombreux voyageurs ont perdu la vie. Certains pensent que les âmes de ces victimes entraient encore les routes modernes, cherchant une forme de reconnaissance ou d'apaisement. En 2005, une enquête paranormale est menée dans le tunnel par un petit groupe de chercheurs équipés de capteurs de température, d'appareils de détection électromagnétique et de caméras thermiques. Bien qu'aucune preuve tangible ne soit obtenue, les enregistrements capturent des bruits inexplicables ressemblant à des chuchotements, ainsi que des fluctuations soudaines de température. Ces résultats, bien qu'énigmatiques, n'apportent aucune réponse définitive. Aujourd'hui, le tunnel du Grand Saint-Bernard continue d'attirer des curieux et des sceptiques. Pour la plupart des usagers, il n'est qu'un passage pratique entre deux pays. Mais pour ceux qui croient aux légendes ou ont vécu des expériences étranges, il reste un lieu chargé de mystères, où le passé semble parfois se mêler au présent. Alors, simple jeu de l'esprit ou véritable pont entre deux mondes ? Une chose est sûre, traverser le tunnel du Grand Saint-Bernard, surtout de nuit, est une expérience qui peut laisser une impression durable. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.